Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous m'entendez correctement. Il est 8h30 en Guyane et 12h30 à Paris, l'heure de commencer ce webinaire. Je dis en Guyane parce que nous avons quelqu'un de la Guyane qui est branché sur ce webinaire, donc bienvenue à lui, qui s'est levé tôt. Quelques précisions tout de suite avant d'attaquer sur notre sujet donc de la présentation de l'outil de financement de la phase de développement Enercité. Pour vous rappeler qu'il y a deux stages du CNFPT qui vont avoir lieu bientôt. Un sur l'implication des citoyens et citoyennes donc pour une meilleure acceptabilité sociale des projets participatifs d'énergie renouvelable. Il aura lieu, je crois, en décembre. En tout cas, c'est nous, Énergie Partagée, qui allons l'animer. Son code est le SX84N, je vous mettrai ça dans l'onglet conversation, que vous pouvez vous aussi utiliser en bas à droite pour poser vos questions. Et un autre qui a le code SXG85 sur le montage participatif d'énergie renouvelable, les dispositifs juridiques et la logique partenariale. Je vous indique tout ça dans l'onglet conversation et donc j'accueille tout de suite, s'il est disponible, Erwan. Bonjour Erwan, est-ce que tu peux activer ton micro et ta webcam? Et tout de suite, donc, nous allons commencer la présentation d'Erwan avec la présentation donc, de Enercité. Voilà Erwan, je crois que normalement tu dois voir ta propre Ok, présentation. merci. Confirme-le-moi. C'est bon, ouais. Du coup, on a une heure. Je vais vous présenter peut-être un peu rapidement le contexte parce que j'imagine que l'énergie citoyenne, vous êtes majoritairement sensibilisés, mais je préférais redonner un peu les éléments de contexte sur la création de l'université et pourquoi on avait fait ça, le dispositif, et puis après un exemple rapide et le déploiement qu'on a fait en 2018 et qu'on va continuer en 2019. On va passer un peu plus de temps sur la partie de la présentation du dispositif avant tout. On inscrit l'outil Enercité dans un sous-segment, on va dire, des projets où la population est impliquée. On est sur cette notion de projet citoyen qui a été développée avec l'ADEME, où au-delà d'une participation, on va dire, des citoyens dans les projets, dans une logique de concertation, ou des participations financières mais sans accès à la gouvernance, là on est sur des projets où des citoyens du territoire sont impliqués dans le projet, vont être impliqués dans le développement des projets et vont pouvoir, via un accès à la gouvernance, parce qu'ils seront co-actionnaires des projets, être moteurs. Donc on l'a vu suite à 3 ans d'expérimentation de dispositifs ADEME sur cette région, des projets qui se multiplient. Là, vous avez les petits chiffres que nous avait fournis l'ADEME. Donc on était passé de 62 à 192 projets avec tout un accompagnement lié à l'émergence. Et du coup, on est dans la volonté de massifier ces projets citoyens, où les citoyens ne sont pas obligatoirement tout seuls, hein, mais ils sont partie prenante du projet. Donc, l'université est dédiée à cette typologie de projet. Bon, évidemment, on est dans un cadre législatif, les réglementaires porteurs. Je vous refais pas la transition énergétique, la capacité des collectivités maintenant à rentrer dans les projets. Et puis, on a vu que si en 2016, la CRE donnait de la bonification pour les appels d'offres, en fin 2018, on a commencé à faire la distinction entre un bonus citoyen de financement participatif et puis un bonus un peu moins élevé où on était juste là dans une logique d'épargne. Donc on a vraiment maintenant ancré dans la côté ADEME, côté DGEC et CRE,
le fait que il y a deux objectifs dans la bonification qui ressort de la loi de transition énergétique. Petit 1, faire du fléchage financier, donc là c'est plutôt le bonus participatif. Et puis deuxième point, bonus citoyen, où les citoyens sont dans une implication forte. Aujourd'hui, on a grosso modo depuis 2019 une carte et un effort de l'ADEME très représentatif avec désormais une couverture quasiment exhaustive, il ne reste plus que la Normandie, des acteurs d'émergence de l'énergie citoyenne. Donc partout, vous avez des structures composées de 1, 2, voire 3 animateurs régionaux qui sont là pour faire la sensibilisation et faire en sorte que les porteurs de projets, qu'ils soient collectivités ou citoyens, aient un point d'entrée afin de mettre en œuvre des projets, se former, monter en compétences. Et donc ça, c'est le résultat, entre autres, de l'analyse qu'on a portée côté énergie partagée et ADEME fin 2016, avec une volonté de massification. Et le deuxième volet, ça va être la création de l'énergéticité, puisque au-delà du déploiement, de la massification, de la sensibilisation, on avait besoin d'un outil de financement du développement qui est encore un grand frein sur des projets, on va dire, un peu conséquents. Et donc, on est dans cette logique-là. Donc, aujourd'hui, oui, vous venez un peu de partout. Alors, j'ai bien entendu qu'il y avait des gens de Guyane, effectivement, qui viennent de Guyane ou de Corse. Au-delà de la Normandie métropolitaine, pour l'instant, c'est des territoires qui ne sont pas animés par des animateurs régionaux. C'est des réflexions côté ADEME. Par défaut, en fait, toutes les zones sur lesquelles il n'y a pas d'animateur, c'est Énergie Partagée Association qui a un rôle au niveau national de coordination des réseaux régionaux et de territoires, de couverture, on va dire, des territoires non couverts. Donc, on a dans ces régions des relais. Ils sont pas animés localement, ils sont animés avec les équipes nationales. Donc, de toute façon, quelle que soit votre situation géographique, vous êtes en capacité de venir accéder aux outils, à la boîte à outils pour sensibiliser les élus, les techniciens des collectivités et puis les porteurs de projets. Par défaut, c'est énergie partagée au niveau national. Donc le dispositif Énercité, il rentre dans cette logique. La partie émergence, comme on vient de le voir, est animée par côté ADEME. Aujourd'hui, on peut considérer que dans l'écosystème, c'est pas très compliqué quand on a développé des bons projets de trouver de quoi le financer parce que les taux sont bas, les banques sont appétentes sur les ENR. La brique qui, selon nous, manquait en 2017, c'était vraiment le financement de développement. Pourquoi? Parce qu'on est dans du financement d'études à risque où potentiellement on peut tout perdre si on n'a pas les autorisations, tout perdre si on n'a pas de tarif d'achat, si on n'arrive pas à mettre en place le tour de table, dans un environnement législatif et économique qui est très variable. Donc la prise de risque de développement était un sujet important et ce que font les développeurs classiques privés, c'est qu'ils mutualisent ce risque entre différents projets. On avait, nous, par rapport à nos projets portés par des citoyens, des collectivités, des limites par rapport à ça, puisque on était généralement des citoyens ou des collectivités ont un ou deux projets à porter, ils peuvent pas mutualiser ce risque. Donc là, l'idée, c'est que Énercité soit un véhicule de mutualisation et donc qu'il rentre à la création des sociétés de projets en développement et qu'à la fin, une fois que les permis sont donnés, que le tarif est obtenu, donc le projet dérisqué, là, ce risque-là soit revendu aux acteurs des territoires. Donc on est dans une logique où
on veut permettre aux acteurs du territoire, aux communes, aux SEM, de se dire, en fait, on a des outils de financement qui peuvent nous laisser la gouvernance sur le long terme, qui vont nous permettre d'accompagner le développement, que ce soit tout seul parce que j'ai décidé de faire mon projet tout seul dans ma collectivité, ou que ce soit avec des développeurs. On a la possibilité dans la thèse d'investissement de faire du co-développement, donc un développeur est 50% et la collectivité et les citoyens 50 autres avec Énercité. Et c'est important, nous, le retour d'expérience qu'on a côté énergie partagée, c'est que c'est relativement important finalement que le développement se fasse ensemble et donc qu'on soit acteur du territoire en capacité d'assumer ce risque de développement ou de le déléguer à Énercité pour être dans les grandes décisions structurantes du projet et faire en sorte que on soit pas, on laisse pas la barre complètement aux développeurs. Ça nous permet de mieux connaître les attitudes, les habitudes du développeur. Ça nous permet de mieux travailler le partenariat et donc de faire des territoires, des projets de territoire de meilleure qualité en étant en co-développement. Erwan, Erwan, oui, juste une précision. Je ne sais pas si tu l'as apporté en introduction de ton propos, mais tu fais souvent rapport à énergie partagée dans ce que tu dis. Pourquoi? Parce que le dispositif Énercité, pardon, est piloté par énergie partagée. Hein. C'est que les gens comprennent bien. Dans les slides suivants, ouais. Ok. Du coup, cet outil-là a été créé en mai 2018 avec 3 actionnaires qui partageaient les mêmes valeurs et qui se sont retrouvés autour de ce projet-là. Il y a le groupe Caisse des dépôts avec 2 casquettes en fait. Une casquette d'expertise sur l'économie sociale et solidaire sur le territoire et puis une casquette plus énergie. Maintenant, ils ont la marque Banque des Territoires, donc ça renforce complètement l'objectif. Le groupe Crédit Coopératif et l'IRCANTEC qui est la caisse de retraite d'une partie de la territoriale, donc aussi très attaché aux liens du territoire, à appuyer les collectivités. Et donc on a 3 actionnaires qui ont choisi Énergie Partagée comme équipe et compétences pour gérer cette société qui s'appelle Énercité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Énergie Partagée, au sein de l'écosystème, on est en capacité d'identifier les projets qui ont des besoins sur les projets citoyens et puis on a la volonté, dans le cas d'Énercité, d'aller vers les collectivités, d'aller vers les développeurs pour trouver des projets dont l'ADN territorial, donc avec une gouvernance partagée entre des développeurs et du territoire, pourrait répondre à la thèse. Par contre, si c'est l'expertise d'énergie partagée, ce n'est pas la thèse d'investissement d'énergie partagée. Donc, qu'est-ce que le rôle d'énergie partagée? Il est de présenter à ces 3 actionnaires-là des projets et c'est eux qui décident d'engager Énercité selon la thèse d'investissement d'Énercité qui n'est encore une fois pas la thèse d'énergie partagée. Donc les projets viennent à peu près, on a imaginé qu'ils viendraient de 3 viviers. Tous les réseaux régionaux qu'on vous ai présentés tout à l'heure dédiés à l'énergie citoyenne. Et donc là, c'est l'origine du besoin avec des porteurs citoyens qui sont dans ces démarches-là et qui ont besoin d'outils de financement du développement. On a aussi de nombreux projets qui sont portés par les collectivités qui, nous on voit bien, se rapprochent des réseaux régionaux, des réseaux nationaux pour voir comment co-construire avec les citoyens, comment les associer. Et du coup, des collectivités qui ont du foncier, qui ont du potentiel et qui veulent également faire un projet en associant les citoyens deviennent éligibles à l'énergie partagée. Donc, un travail d'accompagnement qui peut être fait des collectivités par les réseaux régionaux, justement, pour mettre en place
cette co-construction-là, et puis utiliser Enercité comme outil de financement du projet. Et puis, on voit, il y a aussi des développeurs qui sont intéressés par la démarche, d'inclure des citoyens, d'inclure des collectivités. Donc, longtemps, ça a été plutôt dans des logiques de concertation, de vente de projets une fois qu'ils sont terminés. Et donc, le chemin faisant, de plus en plus de porteurs se disent en fait, d'avoir les acteurs du territoire dès le développement, ça nous permet peut-être de mieux asseoir notre type de projet. Et donc, on est en train aujourd'hui de voir des développeurs démarcher pour avoir des collectivités et des citoyens qui partagent le risque de développement, qui partagent surtout la construction du projet pour de leurs lunettes limiter les recours ou mettre en place une partie, on va dire un dispositif marketing pour se dire bon, on est dans des projets partagés, donc on a besoin de faire ce co-développement. Erwan, à propos de développeurs, il y a David B. Du Refequa qui demande quels sont les développeurs qui auraient déjà fait des démarches auprès d'EP ou auprès d'Enercité. Alors là, moi, je travaille avec nous, enfin au niveau énergie partagée, on travaille avec plusieurs développeurs, que ce soit des bureaux d'études ou des confrères, mais on est là, moi je viens de travailler, il y a la CNR par exemple qui est très intéressée. On travaille évidemment avec les SEM ou les syndicats qui ont une taille relativement suffisante qui peuvent être apparentés à des développeurs, entre autres Sergi, le CIPEREX sont administrateurs. On travaille avec le CIEN aussi, avec lequel on a des partenariats historiques. Et de façon plus privée, on voit que Engie se pose des questions. Donc, on a certains territoires qui sont en train de travailler avec eux. Valeco, Arcolia, on a de nombreux développeurs. En fait, tout le monde se pose un peu la question de changer les modèles. Donc, on a beaucoup de questions. Après, sur le terrain, on a 5 ou 6 projets sur lesquels maintenant on est en capacité de se dire on construit un projet, on répond à des appels d'offres. Par exemple, on a répondu, été lauréat d'un appel d'offres, par exemple, avec Cap Vert Énergie sur un site de Malmort. Donc c'est du co-développement, c'est pas, on va dire, des projets qui sont incubés au début par les citoyens, mais c'est l'occasion d'associer et la compétence technique des développeurs et l'envie du territoire de citoyens de s'impliquer dans des projets. Alors, juste je vois que j'ai une question un peu technique. On est aujourd'hui sur uniquement le développement de projets, on va dire, dans des filières matures. On y reviendra tout à l'heure. Donc, je garde la question pour le Smart Grid pour tout à l'heure, mais Absolument, oui, je comptais justement la garder pour tout à l'heure sur les hypothèses de... Voilà, tout à fait. Et pareil sur Mayotte. donc, Énercité, donc le mandat d'énergie partagée, c'est d'instruire. Donc, nous, on est au contact des porteurs de projets pour voir si les projets qui sont portés répondent bien à la thèse. On a ce rôle de passer en comité, donc faire cette instruction, évaluer donc les atouts du projet, et puis aussi conseiller parce que la partie développement est quand même à risque. Donc nous, l'idée c'est aussi vis-à-vis des porteurs de projets, on va dire non professionnels, de conseiller et d'orienter pour réussir à faire un projet de territoire pertinent. Donc aujourd'hui, ce qu'on vise, on vise des participations où Énercité est en fonds propres, hein, agit donc en tant qu'actionnaire en prenant des parts sociales, des comptes courants si besoin, dans les sociétés de projet. Donc on n'est pas un dispositif d'aide, on n'est pas un dispositif qui va prêter de l'argent, on va vraiment prendre notre rôle d'actionnaire
dans la société, même si cet actionnariat il est temporaire, dans le sens où à la fin du développement, on le transfère à des acteurs locaux. Et de toute façon, nous, le rôle qu'on va jouer au sein du développement, c'est vraiment si les structures locales sont pas présentes, enfin, sont pas encore toutes présentes, de tenir ce discours territorial-là. Après, on peut être plus ou moins actif, c'est-à-dire que si on a déjà des projets où eh ben, le reste du tour de table, c'est des acteurs de des ENR citoyennes, on est là plutôt pour leur apporter du financement, des fois du conseil si on a déjà fait des projets de ce type-là, mais on laisse vraiment le territoire sur la concertation, sur la montée en charge du développement. Les technologies qu'on finance, c'est dans le début, donc sur 2019 encore, uniquement de l'éolien et du photovoltaïque. Nos trois investisseurs veulent d'abord se rassurer sur, on va dire, la technicité et le fait que Enercité fonctionne sur des bases classiques et efficaces. Donc, on va être dans des filières les plus matures. On va pas et on ouvrira plus tard. Entre autres, donc on va sur des projets qui sont dans la logique de vente d'électricité. Alors, on peut envisager l'autoconsommation, mais on regarde pas pour l'instant des projets qui vont financer de l'infrastructure comme pourrait le faire un smart grid. On a une intention d'investir une dizaine de millions d'euros sur à peu près 150 projets. Pour l'instant, l'échéance du portage d'électricité est sur 10 ans. Évidemment, il sera reconduit, abondé en fonction du fait qu'il réponde correctement à la demande des porteurs de projets. Et on est positionné sur des projets qui sont supérieurs à 1 MW. Pourquoi? Parce que d'expérience qu'on a analysé, c'est que des projets plus petits, on n'avait pas la capacité de rémunérer le développement de façon évidente. C'est-à-dire que faire des projets solaires, finalement, la valeur qui va être dégagée, c'est beaucoup pendant l'exploitation. La énergicité, on intervient pendant le développement. Est-ce que les territoires ou les personnes qui vont acheter les parts sociales d'énergicité vont être capables de payer une prime par rapport à l'argent qu'Enercité aura mis dans le développement, une prime qui correspondra au risque de développement? Ben, on considère que sur des projets de 1 MW, c'est compliqué à faire. Donc on s'est plutôt concentré en termes de taille sur des projets supérieurs à 1 MW. On veut pas être Enercité n'a pas vocation à être un actionnaire de référence. On appuie des actionnaires locaux dans leur démarche, mais du coup, on est donc minoritaire dans les parts sociales. Et on va, ça c'est important, sur des projets où on veut que l'ancrage territorial et citoyen soit important. Donc on veut que le projet, à la fin du développement, il y ait 40% minimum dans un collège citoyen et collectivité. Donc, si on travaille avec des développeurs privés, il faut qu'ils soient en capacité qu'ils se disent que eux, ils seront à moins de 60% du financement du développement et de la gouvernance. Et on veut une implication forte des citoyens investisseurs, c'est-à-dire que c'est pas uniquement le fait que le développement du projet soit financé par des citoyens. On veut vraiment qu'ils aient un rôle actif dans la concertation locale. Si certains citoyens ont des compétences techniques, et bien qu'une partie de la technicité du développement soit aussi coportée pour finalement bien asseoir la compréhension par les acteurs citoyens et territoriaux sur le long terme des enjeux de développement pour anticiper les enjeux d'exploitation. Par exemple, pour les collectivités, nous semble assez simple, s'il y a des techniciens pour des Comcom, pour des départements,
ou même des régions, des techniciens qui sont en capacité d'apporter leur expertise sur la gestion d'un chantier, sur les capacités de développement, mais aussi sur des capacités administratives. Une partie du développement, bah, c'est aussi gérer de façon efficace les démarches d'autorisation, faire des appels d'offres entre des prestataires qui vont faire certaines études. Donc ça, en fait, on a déjà ce type de compétences-là dans certaines collectivités, métropoles ou syndicats. Et donc, bah, autant faire ce peu, si on est en co-développement avec des privés, on se répartira les rôles pour que chacun soit actif dans le développement. Alors j'ai quelques questions. 1 méga en une fois sur une période de 3 à 5 ans. Alors ça peut être 1 mégawatt sur plusieurs toitures. Par contre, ça peut pas être sur des délais aussi longs. Il faut que le projet soit de créer 1 mégawatt. Peut-être que l'installation les mises en service pourront s'étaler sur 1 an et demi, mais c'est le maximum. Il faut que conceptuellement le projet soit dimensionné avec de la visibilité sur 1 mégawatt. Et il faut par exemple que la maîtrise foncière soit quasiment assurée. C'est pas obligatoirement qu'on ait signé les promesses de bail, mais en tout cas qu'on ait des lettres d'intention si on est sur du foncier qui appartient aux collectivités, des lettres d'intention et Alors, des délibérations pour que le projet se fasse. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que nous, on va travailler à la sortie du projet assez tôt, puisque Enercité a vocation à sortir, bah, il faut qu'il soit rassuré sur qui va se porter acquéreur et dans quelles conditions. Donc, on est dans des logiques où les prix doivent être des prix qui permettent à Enercité de couvrir ses échecs et un peu de rentabilité pour ses investisseurs, mais on n'est pas dans des prix qui vont être enfin, qui sont aujourd'hui les prix du marché relativement spéculatifs. Donc, on veut se mettre d'accord avec nos futurs acheteurs. Certaines positions, on n'est pas obligé d'avoir décidé de à qui on vend et à combien, mais autant que faire se peut, on le fera. Et donc, ça peut être quel TRI je laisse à l'investisseur qui arrive après. Ça peut être, on fixera un prix en fonction quels ont été les coûts ou en fonction de quel est le prix au mégawatt sur un actif développé. Si on passe sur un exemple rapidement, si on a une collectivité qui a un centre d'enfouissement technique qui du coup a la maîtrise foncière, qui veut dans un deuxième temps faire un développement intégrant le territoire, ben, il va falloir trouver des associations et puis il va falloir trouver un appui technique. Alors si on l'a pas en interne, ben, chercher un bureau d'études externe ou un développeur. Et donc il va falloir créer une société de projet qui va porter ce développement-là. Donc au début, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on met un tout petit peu de sous. Donc là, on a pris l'exemple de 1000 euros. Là, on a considéré que, bah, en contrepartie de la maîtrise foncière, la collectivité aurait 25% à départ, 25% pour l'association citoyenne, et puis il reste 49% de la gouvernance à trouver. On verra après pour le financement. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que l'émergence, allez, donc l'étude de faisabilité, ça coûte 10 000 euros. Ça, Enercité, on n'intervient pas à ce stade-là. C'est des études qui peuvent être faites par les citoyens, par les collectivités pour se dire, oui, il y a un potentiel à développer un projet ENR. Le développement qui vise à obtenir les permis d'autorisation, ça, c'est plutôt un budget de 200 000 euros avec des jours hommes, du travail fait par les porteurs, mais aussi énormément de prestations qui vont être déléguées à des bureaux d'études spécialisés. Et puis en développement, si on prend l'exemple
d'une centrale solaire de 8 mégas, et ben, bon, là, maintenant, elle est un peu chère, les prix ont baissé, mais c'est 8 millions d'argent qu'il faut lever. Donc là, on parle vraiment du financement de ces 200 000 euros pour le développement. Et donc là, sur le financement, si on regarde le plan de Monberg à gauche, l'idée c'est de dire bon bah s'il y a quatre acteurs, collectivité, citoyen, université, développeurs, université, donc chacun aura en termes de part sociale gouvernance 25%. Par contre en termes de financement, eh ben université peut prendre un peu plus, peut prendre du risque de développement si on a un accord en disant si la collectivité nous dit bah nous aujourd'hui on est d'accord pour vous racheter 10% à la fin, les citoyens aussi. Et puis on sait que une SEM sera positionnée sur le territoire et sera intéressée pour venir investir dans le projet, mais pas en développement parce que c'est pas sa politique d'investissement. Donc, eh ben on peut faire un tour de table, comme vous le voyez à gauche, où on boucle le financement, on a une gouvernance qui reste importante pour le territoire. Donc là, on a bien nos 40%, parce qu'on a même 25% de collectivités, 25% de citoyens et 25% d'universités. Donc on est très large. Et sur le long terme, bah, le développeur restera à 25%, et puis la collectivité rachètera du risque de développement et les citoyens, eux, augmenteront leur place. Donc, ça, c'est un exemple parmi d'autres, hein. Les projets peuvent être euh, uniquement détenus à 40%. Donc, on peut avoir des projets où 60% le développeur est là sur le financement et l'exploitation. Donc rapidement, ce qu'on a fait en déploiement d'énergicité, l'idée c'était, on a réfléchi le dispositif avec l'ADEME nationale, avec une dizaine d'acteurs de l'énergie citoyenne. On a mis la Caisse des dépôts dans la boucle à partir de 2017. Et l'idée, ça a été de présenter en 2018. Donc, on a fait le tour un peu de toutes les ADEME régionales se sont structurées maintenant, qui ont des représentants du segment énergie citoyenne pour présenter aux différents écosystèmes. Alors c'est relativement irrégulier, hein, et bah, en fonction de l'appétence, de la maturité des réseaux, les réunions ont été soit plutôt des réunions de travail pour bien articuler, soit des présentations, on va dire, un peu plus officielles. Ce qu'il faut que vous ayez bien en tête, c'est que Enercité n'est pas là pour concurrencer des dispositifs en place, pour concurrencer des stratégies d'acteurs territoriaux comme peuvent l'avoir des syndicats, des régions. Et donc, nous, on est parti du constat que le financement de développement, aujourd'hui, il y avait des besoins. Maintenant, on voit de plus en plus de syndicats, de SEM se dire, bah, je vais aller sur le développement. Pourquoi? Pour assurer le sourcing des projets, c'est-à-dire être partenaire du projet très tôt, ou aussi bah, ne pas payer de grosses primes à l'investissement une fois qu'un développeur arrive avec un projet tout développé. Donc il y a ces deux stratégies-là qui sont complètement compréhensibles. Nous, l'idée, c'est de dire, bah, soit on peut être l'outil qui est votre partenaire, et on se met d'accord dès le début sur le fait que on revend à l'outil territorial et on suit le projet ensemble. C'est des partenariats qu'on peut nouer. Soit on se dit, bah, sur des outils qui veulent pas prendre le risque de développement, des outils territoriaux, départementaux ou régionaux, ou des citoyens qui veulent pas prendre le risque de développement, on se met d'accord dès le début sur le fait que ces projets-là, vous pourrez les suivre et vous serez l'acheteur exclusif ou privilégié à la sortie. Et vous n'aurez pas un développeur qui vous mettra en concurrence avec d'autres partenaires. C'est vous qui rachèterez. Donc on est en train on a déjà commencé à bâtir des stratégies partenariales avec les outils
régionaux avec les citoyens pour que Énercité s'intègre vraiment comme un outil des acteurs territoriaux et que ce soit aussi euh, les collectivités qui puissent utiliser Énercité en fonction de leurs besoins et on s'adaptera en fonction. Voilà, moi j'ai fini sur les 40 minutes qui te m'étaient imparties la présentation. Du coup, on Ok, pourra donc passer. je vous rappelle à tous et à toutes que vous pouvez donc écrire vos questions dans l'onglet en bas. Est-ce que ça commence? Oui, je vois que l'onglet commence à être utilisé. Merci beaucoup Erwan pour cette présentation. Je rappelle aussi que dans le fil de la conversation, j'ai indiqué 2 stages qui sont plus ou moins en rapport avec le sujet que nous regardons. En particulier, un qui s'appelle sur le montage de projets participatifs d'énergie renouvelable et dispositifs juridiques et la logique partenariale, dont le code est le S6G85. Vous trouverez ça sur le site du CNFPT. Alors, j'ai une question là sur la méthanisation. Tu parlais de donc les 2 filières, donc éolien, photovoltaïque. Qu'en est-il de la méthanisation? Ouais, alors j'ai vu qu'il y avait d'autres questions avant auxquelles j'ai pas répondu. La méthanisation, aujourd'hui, c'est une filière qui est intéressante, mais qui est un peu plus risquée. Et donc, travailler cette filière, on a, même si c'est une préoccupation importante pour l'ADEME, on a dit qu'on le ferait plutôt dans les horizons 2020-2021. Et entre autres, c'est une filière où aujourd'hui, le risque de développement n'est pas très bien rémunéré. Donc, il faut qu'on trouve des accords. Aujourd'hui, pour Énercité, on n'est pas dans une logique où on va être capable d'activer du financement, du développement de méthanisation. Par contre, si vous avez des projets de méthanisation, n'hésitez pas quand même à venir nous solliciter. Nous, ça nous permettra alors nous, côté Énercité, ça nous permettra aussi de remonter à la Caisse des dépôts, aux partenaires, à l'ADEME, qu'il y a une appétence et un besoin. Et puis, on a des outils pour répondre aux besoins de développement en méthanisation ou des partenaires qu'on peut solliciter. Donc, de toute façon, vous avez tout intérêt à présenter les projets sur vos animations régionales ou à énergie partagée parce qu'on trouvera, on a des solutions aujourd'hui Alors, on a pour aussi une financer question en de partie David. le développement Pardon, de projets de méthanisation. dis-moi. On a une question, oui, oui, de David sur le fait que la collectivité doit-elle ou non Non, non, participer mais aux frais de développement et donc au risque, ou par exemple, est-ce qu'un apport en nature pourrait suffire? oui, tout à fait. Nous, effectivement, on part de la posture où c'est important que tout le monde, que les acteurs territoriaux qui nous sollicitent, soient partie prenante du développement. Alors, c'est pas obligatoirement le bon indicateur, le fait que ils mettent des sous obligatoirement, mais effectivement, un projet ou une collectivité qui apporte, par exemple, son terrain, eh ben, il n'a pas besoin de sous. S'il apporte déjà son terrain, ça veut dire qu'il apporte la maîtrise foncière. La maîtrise foncière, dans un développement de projet classique, ça prend du temps, c'est un coût, ça a une valeur. Donc on est complètement en capacité de dire, dans le développement d'un projet, voilà, la collectivité, eux, ils ont fait leur étude au début, ils ont apporté la maîtrise foncière, et donc à ce titre-là, eh ben, ils rentrent dans la société. L'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, la collectivité ne met pas obligatoirement beaucoup d'argent, voire elle peut ne pas en mettre. Ça dépend des situations. Si déjà elle a apporté la maîtrise foncière et si elle s'engage à venir euh, à ce que les techniciens et les élus participent au développement de la société, ça peut suffire. On peut monter Est-ce même l'agence que tu as sur la table. identifié des partenaires de cofinancement du développement en région Aura? Alors peut-être le fonds OSE, je ne sais pas ils interviennent. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, avec mon autre casquette côté énergie partagée, nous, on est actionnaire d'OSE. Effectivement, OSE
depuis 2 ans, peut intervenir en développement. Alors, on a des poches dédiées à ça, puis ça dépend des projets. Mais ça fait partie exactement des stratégies où bah, si on a besoin d'un peu d'argent, c'est peut-être plus simple qu'un seul acteur qui y aille. Si on a besoin de plus, deux. Encore une Ça fait faisable. question sur le nombre de projets qui ont été financés. Alors aujourd'hui, on a une liste de projets qu'on travaille avec des maturités un peu différentes, d'une trentaine de projets. On a pris 6 décisions de principe, c'est-à-dire que on s'est engagé enfin, on s'est pas engagé vis-à-vis des porteurs, mais on est en train de négocier les conditions d'une rentrée. Puis après, le développement prend toujours un petit peu de temps. Donc là, on vient de finaliser notre premier dossier qui est en PACA, mais on devrait finaliser d'autres projets assez rapidement. Là, on en a deux qu'on espère passer ce mois-ci. Donc, on a, comme je vous le dis, une trentaine de projets. Ok, dans ce qui est des futurs investissements sur des nouvelles, enfin sur des autres technologies que ce qui est proposé actuellement, des énergies de récupération, est-ce que c'est envisagé, envisageable? C'est clairement pas aujourd'hui assez mature pour que l'outil se positionne là-dessus. Alors une question de David du Rufécois, donc que se passe-t-il une fois que le développement est fait, le financement prévu pour la construction n'est pas atteint? Alors, est-ce que c'est un cas qui s'envisage? Alors il y a plusieurs choses. Ouais, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que là, il y a des solutions. Enfin, effectivement, si le financement a été fait à 40% par des acteurs du territoire, mais qu'ils n'arrivent pas à mobiliser, premièrement, vous avez des outils, éligibles pour vous aider, hein. Là, si je vois en Charente, on peut se tourner vers l'outil régional. Terra Énergie, qui est le fonds régional, énergie partagée investissement, si ça répond à cette thèse d'investissement, on peut aussi investir. Donc, il ne faut pas être frileux sur le fait que on ne soit pas en capacité de trouver des fonds sur des projets en exploitation, enfin, pour la construction, on va dire. Pour moi, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, que ce soit les banques ou les investisseurs privés, si les projets sont bien construits, bien équilibrés, des fonds, il y en a un. Donc, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à nous contacter côté énergie partagée. On pourra vous orienter sur les structures locales des partenaires locaux pour trouver la mobilisation et garder vraiment cette approche territoriale ou économie sociale et solidaire qui, même si elle n'est pas locale, laissera la main aux locaux pour diriger, représenter le territoire et puis qui sont aussi des structures qui sont en capacité de s'effacer parce que souvent ce qui est difficile pour un territoire, enfin en tout cas les citoyens arrivent mal à se projeter sur mais comment je vais lever 1 million pour un projet éolien en 6 mois, ça va peut-être me prendre 2 ans, et ben vous avez des partenaires qui vont être en capacité de mettre de l'argent et puis de s'effacer et donc de laisser le temps à la structure locale au territoire de mettre de l'argent de côté. Une question, Les est-ce taxes, qu'il n'y aurait pas une petite incompatibilité à viser des projets citoyens, des projets de territoire, et tout en mettant une barre d'entrée supérieure à 1 méga? Alors, en fait, nous, la réflexion et le partenariat avec l'ADEME, il est aussi sur le fait que l'ADEME va aider via l'émergence ces projets de petite taille inférieure à 1 méga. Donc, il y a relativement, assez facilement des outils de soutien à la mise en place de ces petits projets territoriaux qui sont très intéressants. Et le manque, il est plutôt sur les gros projets où là, les frais d'études sont très importants. Des grappes, pardon, des grappes photovoltaïques sur des toitures, sur une dizaine de toitures,
Il y a plus d'une centaine de projets en France. Généralement, ça se travaille entre un peu l'installateur, des bénévoles, et il n'y a pas besoin de financement du développement. On parle de quelques milliers d'euros. Donc ça, c'est en capacité, une structure, des acteurs locaux sont incapables de le porter. J'ai mis en lien le site d'Enercité pour ceux qui sont intéressés à avoir un peu plus d'infos. Il nous reste quelques minutes pour ce webinaire. Je vois qu'il y a encore des personnes qui souhaitent poser des questions. N'hésitez pas. Ouais, je vais juste. Il y avait Youssoupha qui posait des questions sur des associations de type 1901. Nous, on a du coup des associations qui développent des petits projets en grappe. Et là, je vous invite aussi à visiter le site d'énergie partagée pour voir la diversité de projets que des associations peuvent porter, initier. Mais on a aussi des associations qui se lancent dans le développement de gros projets solaires ou citoyens, parce que en fait, c'est la dynamique associative au début qui représente le mieux le territoire. Et puis, une fois que le projet sera plus structuré, eh ben, on créera un outil juridique pour lever de l'argent. Mais souvent, l'association sur la partie bénévolat et démarrage et développement des projets est privilégiée justement avec un mode de gouvernance un peu qui n'est pas en rapport avec ce que les gens apportent en argent, mais qui est plutôt de se dire, voilà, on se regroupe entre collectivités, citoyens, des fois même entreprises du territoire, dans une association avec une vue de faire tel ou tel projet. Et donc, on peut tout à fait considérer que c'est une association, plutôt que d'avoir des citoyens tout de suite dans les sociétés de projets de développement, que ce soit une association qui soit actionnaire de ces sociétés de développement. Mayotte, on voit effectivement arriver quelques développeurs privés, des développeurs qui sont pas obligatoirement des gros développeurs. Donc c'est pas, moi j'ai pas de référence de bureau d'études local, mais effectivement on peut aussi voir par rapport aux développeurs qui sont en place, si vous avez la volonté enfin si vous les voyez déjà sur le territoire, se dire, bah, nous on aimerait faire un projet, mais un projet de territoire et donc que vous changiez votre posture qui est qui peut être une posture où vous voulez faire le développement et porter tous les risques, de dire non, on aimerait construire autre chose où la collectivité est partie prenante, où on veut intégrer des citoyens. Et donc ça, on peut vous aider aussi à dialoguer avec les développeurs. Et justement, NovaNR qui demande comment procéder pour soumettre à Enercité le fameux projet de Smart Grid rural. Et d'autres projets innovants. Comment concrètement soumettre un projet? Alors concrètement, soumettre un projet, en fait, c'est vous nous contactez. Donc là, il y a une adresse générique sur laquelle vous nous faites un mail. Et puis nous, on va vous rappeler. Donc aujourd'hui, Énergie Partagée, on a une équipe de 4 et demi instructeurs, on va dire. Donc il y aura une personne de l'équipe qui vous rappellera pour effectivement creuser un peu le projet, voir si ça peut répondre tout de suite à la thèse d'investissement ou s'il y a des aménagements à faire et des choses à discuter. Et donc, du coup, voilà. Avec le bémol, voilà, avec le bémol que tu exposais tout à l'heure, que c'est pour l'instant pas la priorité sur des projets plus innovants, quoi. Voilà, tout à fait. Après, ceci dit, envoyez-nous les projets. Nous, on fera tous nos efforts côté énergie partagée. Si ça répond pas à la thèse d'énergité, de voir quels sont les autres partenaires ou autres dispositifs qu'on peut vous conseiller. Alors, oui, je voulais rajouter quelque chose, c'est-à-dire que aujourd'hui, on voit de plus en plus, j'imagine qu'en tant que acteur des collectivités territoriales, vous voyez des AMI, donc des appels à manifestation d'intérêt, se mettre en place, c'est-à-dire que des collectivités qui ont du foncier vont faire une consultation pour que des développeurs développent leurs projets. Donc ça, c'est effectivement des choses
on tente de généraliser côté énergie citoyenne dans le sens où ça peut, plutôt que de donner les clés à un développeur, vous allez comme ça pouvoir avoir des offres ou des acteurs qui vont vous faire des partenariats de co-développement vont ressortir de l'eau, des groupements qui peuvent être faits avec des syndicats d'énergie proches pour répondre à vos besoins. Donc, ça se structure et ça permet de changer un peu le dispositif. Donc, si vous êtes au sein de collectivité en disant, nous on a du foncier, mais l'optique aujourd'hui, c'est plutôt de travailler soit avec un développeur qui nous avait sensibilisé et on ne sait pas comment faire autrement. On peut aussi vous aiguiller sur des partenaires qui seront en capacité de répondre à votre besoin et des partenaires qui vous laisseront de la place dans la gouvernance, ou mettre en place cette logique d'appel à manifestation d'intérêt sur lequel différents acteurs pourront réagir et vous pouvez mettre du coup dans vos appels à projets vos attentes en termes de participation citoyenne, capital ouvert. Alors, tu as dit co-développement, ça a éveillé en moi une petite lumière et du coup, j'ai mis ma casquette énergie partagée aussi pour rappeler que nous avons un module de formation d'une journée sur le co-développement, sur comment justement garder la maîtrise d'un projet de taille industrielle. Et vous pouvez vous préinscrire une fois qu'on a le nombre de personnes requises, eh bien, on programme ce module. Donc, je vous ai mis le lien dans le fil de conversation. Merci à tous, merci à toi Erwan, merci à toutes les participantes et tous les participants. Il est 13h30, l'heure de rendre les clés et à très bientôt pour un prochain webinaire sur cette e-communauté transition énergétique. À très bientôt, au revoir. Merci.